va commencer parce que ça risque d'être long ce soir avec le budget. Donc quand Marina arrivera, ben, elle prendra place. Donc le quorum est atteint. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous allons commencer par désigner un secrétaire de séance. Donc Émilie. Donc le conseil municipal désigne Émilie Chamuchot comme secrétaire de séance. On va approuver le procès-verbal de la séance du 6 avril 2023. Donc vous l'avez tous reçu, vous l'avez lu. Qui est contre l'approbation de votre rendu? Nous, on n'est pas contre, mais on a des remarques à faire, des choses qui seraient à rectifier. Et voilà, on fait rectifier. Donc vous envoyez à Alexandra Venaille, ce qui a rectifié. Vous l'envoyez par mail. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne? Bon. Ouais, il y avait un point important à aborder. C'était quoi? C'était les abstentions qui s'étaient transformées en contre. Tout à fait. Le point le plus important, effectivement, c'est sur la question par rapport aux petites cités de caractère, au nombre de... En fait, dans le compte rendu, il est noté qu'il y a 2 abstentions, 16 pour, 2 abstentions et 5 contre, alors que nous, on s'est aussi abstenu. Ah, on l'avait vous garderez la vidéo, c'est bien marqué, mais voilà, et les autres remarques, on les fera passer parce qu'effectivement, c'est fait que ça soit bloqué au compte rendu. D'accord. Merci. Le procès-verbal de la séance du 6 avril étant approuvé, nous allons passer au point suivant. Installation d'une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de M. Pascal Bonetti. Donc je vous informe que Pascal Bonetti a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal en date du 7 avril 2023. Que M. Roger Grossi, suivant sur la liste, n'a pas souhaité intégrer le conseil municipal. Donc conformément à l'article L270 du Code électoral, c'est Mme Laure Suzanne, suivant sur la liste en bonne avec vous, donc qui sera installée en qualité de conseillère municipale et nous lui souhaitons la bienvenue. Merci. Voilà. On avait une petite remarque, Vincent. Ouais. Pour la vidéo, il y a plusieurs personnes qui nous ont fait remonter ça. C'est qu'en fait, on ne nous voit pas. Donc je pense que voilà. Techniquement, c'est compliqué parce que la salle est petite. Par contre, c'est compliqué pour les gens de savoir d'où viennent les interventions. Et en fait, on ne sait pas quand on parle. Donc on voudrait que ce soit modifié. À la maison des associations, il n'y aura pas ce problème-là. C'est assez rare, je pense, que le conseil va se dérouler ici. On verra. Alors, ou alors après, on peut changer les places, parce que je pense que parmi nous, tout le monde ne souhaite pas forcément être vu. Donc si vous voulez, il suffit juste qu'on s'arrange pour faire c'est juste pour les interventions, qu'on sache qui parle. En fait, La prochaine fois. Si on se nomme, on se nomme, peut-être. Oui, on peut ça. On peut peut-être dire Marina, ça prend la parole et pour que les gens sachent qui parle. Et puis en fait, ces places-là sont dans... En fait, on a un problème de profondeur de champ. Il faut aussi que le public puisse ne pas être filmé s'il ne le souhaite pas, donc on est un peu coincé pour le positionnement de la caméra. Par contre, on peut vous faire monter pour que vous soyez systématiquement visible. Oui, ok. Pas systématiquement, mais pour vous. Donc ceci étant noté, nous allons laisser la parole à M. Didier Linglet qui va nous faire un petit topo sur le budget, une synthèse. Merci, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter le fonctionnement d'un budget communal. Alors, ça s'adresse surtout aux personnes qui, de près ou de loin, n'ont jamais vu un budget communal. Donc, pour ceux qui connaissent, ça va paraître un peu basique. Mais il est nécessaire d'avoir ces bases-là pour pouvoir, disons, évaluer, pour pouvoir apprécier normalement tout ce qui va vous être dit après, tant pour le compte administratif que pour le budget punitif. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est l'architecture du cours que je faisais dans les années 90, quand j'étais prof au CNFPT sur les finances locales. Alors ça s'adressait aux
candidats à l'examen de commis de mairie, et aussi les nouveaux secrétaires de mairie en poste venaient aussi pour se mettre dans un premier temps, pour avoir un dégrossissement sur le budget communal. Alors j'espère que je ne vais pas trop être endormant, et j'espère que je vais vous intéresser. Je vais faire en sorte que ce soit ainsi. Voilà, donc ce budget communal, il va se décliner en 3 parties. Il ne veut pas. Merci là-bas. Donc, la comptabilité, la procédure et les impôts locaux. Je vais tâcher d'être synthétique et rapide. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir en débutant cette présentation? Il faut connaître les grands principes. Le grand principe en France, pour l'État ou les collectivités locales, c'est la séparation de l'ordonnateur et du comptable. L'ordonnateur, c'est celui qui décide de la recette et de la dépense, et le comptable, c'est celui qui enregistre la recette dans les comptes ou paie la dépense. Parce que, en matière de collectivité locale, l'ordonnateur, qui est le maire, ne détient aucun compte bancaire, aucune espèce, tout ça est détenu chez le trésorier, qui est donc le comptable. Alors ça se passe comment? Eh bien, lorsqu'il faut payer une dépense, le maire émet un mandat qu'il envoie au trésorier afin que le trésorier puisse payer la dépense. Lorsque le trésorier doit encaisser une recette, le maire émet un titre de recette qu'il envoie toujours au trésorier pour que le trésorier encaisse cette recette. Il y a un cas particulier pour les impôts locaux, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est une comptabilité qui est donc basée sur les règlements et les encaissements. C'est ce que je viens de vous dire. Règlement, encaissement, mandat, titre de recette. Même si dans le temps, il y a un léger décalage dès l'instant où il faut le transfert au trésorier et le fait que le trésorier paie la dépense ou encaisse la recette. Mais on est quand même sur une comptabilité basée sur les encaissements et les décaissements. Cela étant dit, il y a dans la gestion une double vision des choses. La première, il y a une séparation entre la gestion quotidienne et l'investissement. Ça va signifier que nous allons avoir 2 grandes parties dans le budget. Une première partie qui va s'appeler la section de fonctionnement et une seconde partie qui va s'appeler la section d'investissement. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, ça s'adresse à la gestion quotidienne, bien sûr, de la commune. Je viens de vous l'indiquer tout de suite. Il y a 2 parties dans cette section. C'est classique. On n'innove pas. Une partie dépenses, une partie recettes. Ensuite, ces dépenses et ces recettes sont divisées en chapitres. Et les 10 chapitres sont eux-mêmes divisés en articles. Je vais vous donner un exemple. Nous avons, en ce qui concerne par exemple les dépenses de la section de fonctionnement, nous avons le premier chapitre, c'est charges à caractère général, avec tous les achats de fournitures. Deuxième chapitre, les services extérieurs, exemple, contrat de prestation de services, location immobilière, entretien et réparation, voirie, réseau, bois et forêt. Tout ça, ce sont les dépenses courantes, hein, ce ne sont pas les dépenses d'investissement, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la section de fonctionnement, on a une bonne centaine d'articles. C'est-à-dire que les dépenses vont être classées par nature dans ces articles et à l'intérieur de ces chapitres. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, inscription ou paiement des frais ou l'encaissement des recettes. En ce qui concerne les recettes, nous avons un peu moins d'articles. Et donc, c'est de la même manière, hein, produits des services du domaine et ventes diverses, impôts et taxes, dotations, subventions et participations, ensuite, et autres produits de gestion courante. Il y en a beaucoup moins, il y en a à peu près une bonne quarantaine. Alors, je vous ai parlé des impôts locaux. Parce que, bien évidemment, le trésorier, c'est lui qui gère le compte bancaire de la commune. Et pour pouvoir payer toutes les dépenses qui viennent quotidiennement, toutes les semaines, tous les mois, il doit avoir de l'argent en caisse. Or, les impôts locaux
qui, pour Ambronay comme pour toutes les communes, représentent grosso modo 55-56% du total des recettes de la commune. On les paie quand on paie la taxe foncière, on les paie au mois d'octobre. Or, si on paye 55% du budget au mois d'octobre, comment va-t-on payer toutes les dépenses de janvier à septembre? Eh bien, l'État avance à la commune, tous les mois, le 12e des impôts qui va lui-même encaisser en octobre et novembre suivant. Donc, il y a toujours de quoi régler toutes les dépenses sur le compte bancaire de la commune, qui est donc tenu par le Trésor. Vous pouvez m'interrompre s'il y a un problème. Bon, ok, d'accord. Bien. Alors, c'est ce que je venais de vous dire, hein, les dépenses principales en section de fonctionnement, toute fourniture, toute prestation, salaire et charges, c'est le poste le plus important hein, du budget communal, participation et subventions, les frais financiers, mais uniquement les intérêts des emprunts, puisque le remboursement du capital est basculé dans la section d'investissement. Alors, s'agissant du total de cette section de fonctionnement, par exemple sur l'exercice 2022, le total des dépenses de fonctionnement s'est élevé à 1 680 000 €. Je vous fais grâce des centaines d'euros, et les recettes à 2 375 000. Donc on commence déjà à voir que la situation budgétaire et financière de la commune d'Ambronay est une situation saine. S'agissant des principales recettes, produits du patrimoine, prestations diverses, dotations versées par l'État, les impôts locaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les impôts locaux représentaient 55%. Nous avons encaissé, enfin la commune a encaissé 1 167 000 € de taxes foncières, enfin taxes foncières, taxes d'habitation et taxes foncières sur les propriétés non bâties, puisqu'il existe 3 impôts locaux. Hein. Alors, le plus important, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Parce que sur les propriétés non bâties, ça représente grosso modo 35 000 € par an. Par rapport à 1 180 000 de taxes foncières sur le bâti, c'est relativement faible. Et la taxe d'habitation encore moins, puisqu'elle représente 25 000 € pour la commune d'Ambronay. La taxe d'habitation est maintenue aujourd'hui uniquement pour les résidences secondaires. Et elle a été annulée pour tout le monde pour les résidences principales. Ok? Bon. Bien, alors, la section de fonctionnement, son principal caractère, c'est l'annualité. Elle est ouverte tous les ans en début d'année et on la clôt totalement à la fin de l'année. Elle est définitivement soldée à la fin de l'année pour recommencer au début de l'année suivante. Principe de base, elle ne doit jamais être déficitaire. Jamais. Il n'y a que l'État qui a le droit d'être déficitaire, pas les collectivités locales. Elle ne peut pas être équilibrée par l'emprunt. Il n'y a que la section d'investissement qui peut l'être. La section de fonctionnement, elle ne peut pas l'être. Un solde positif alimente la section d'investissement. On vient de le voir. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on a toujours un solde positif? Pas obligatoirement. Alors, si on n'a pas de solde positif, il y a ce qu'on appelle le fonds de caisse, c'est-à-dire les fonds libres qui existent dans tout budget communal, et le trésorier et le conseil municipal est dans l'obligation de puiser sur la réserve pour pouvoir équilibrer sa section de fonctionnement. Est-ce que je ne vais pas trop vite? C'est compréhensible? D'accord. Bien. Une petite question. Oui. C'est qui le trésorier? Le trésorier, c'est une dame. On dépend de la trésorerie de Montluel. C'est une dame, on a vu ce matin, mais je ne m'en souviens plus. Madame Gonzalez, Madame Gonzaletti. Voilà, c'est ça. C'est un cabinet privé. Ah non, c'est un agent du ministère des Finances. Hein. D'accord. Donc c'est. Et avant, ils étaient en banlieue. Il y a eu une restructuration totale des services de la Direction générale des finances publiques. C'est-à-dire, par exemple, la campagne de déclaration de revenus arrive, avant on déposait la déclaration de revenus au sein des impôts d'Ambérieux. Cette année, c'est un très bon. Voilà. Bien. Donc, voilà pour la section de fonctionnement. Alors, cette section de fonctionnement, on a vu tout à l'heure qu'elle était absolument excédentaire et de belle façon pour la commune d'Ambronay. Donc c'est un signe de gestion très saine. Bien, en ce qui concerne, alors oui, les impôts locaux, tout à l'heure,
dans le budget primitif que vous allez examiner, vous allez devoir vous prononcer sur ce qu'on appelle le produit fiscal attendu. C'est-à-dire que la Direction générale des impôts, enfin des finances publiques maintenant, a adressé à la mairie un état sur lequel elle a totalisé toutes les bases imposables aux impôts locaux, en multipliant ces bases par le taux de l'année dernière avec un produit fiscal X. Et vous allez devoir vous prononcer si vous maintenez ce produit fiscal X, si vous voulez l'augmenter ou si vous voulez le baisser. Ça sera le choix du conseil municipal. Étant précisé, et je vous en parlerai tout à l'heure sur les impôts locaux, que les bases imposables aux impôts locaux en 2023 vont augmenter de 7,1%. Ça augmente tous les ans, décision prise par l'État dans la loi de finances qui a été votée au mois de décembre l'année dernière. Bien, dans la section d'investissement, donc qui est la deuxième grande partie du budget communal. Alors, un compte est ouvert par investissement en dépenses et en recettes affectées. Alors, en dépenses, ça se comprend. Recettes affectées, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsqu'on fait un investissement qui va bénéficier d'une subvention, la subvention est une recette affectée spécifiquement à ce compte d'investissement. Mais il existe des dépenses et recettes non affectées, donc qui vont alimenter tous les comptes d'investissement pour les équilibrer. Ce sont les excédents de fonctionnement, la dotation d'équipement, le FCTVA. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le fonds de compensation de la TVA. L'État rembourse à toutes les communes en année N+1 la TVA que les communes ont payée au titre des investissements réalisés dans l'année N. En 2022, la commune d'Ambronay a perçu ainsi à ce titre 142 000 €. Et les fonds libres, c'est quoi les fonds libres? Je vous en parlerai un peu plus tard. C'est la réserve financière que la commune d'Ambronay possède. Par contre, en dépenses non affectées, c'est le remboursement du capital des emprunts, qui n'est jamais dans la section de fonctionnement. Merci. Alors, les comptes d'investissement. On a vu tout à l'heure que dans la section de fonctionnement, tous les comptes sont soldés le 31 décembre. Dans la section d'investissement, ce n'est pas le cas. Les comptes d'investissement, donc un compte par investissement, restent ouverts tant que l'investissement n'est pas achevé. Alors bien évidemment, c'est un compte qui est pluriannuel pour les investissements importants, mais ça fait l'objet d'un examen, chaque investissement fait l'objet d'un examen chaque 31 décembre. Et on ajuste, on voit s'il faut prévoir des crédits supplémentaires, s'il faut enlever des dépenses, et tout cela s'appelle des restes à réaliser. Alors, la trésorerie, parce que tout ce qu'on vient de dire là, c'est ce qui se passe ici, à la mairie. Par contre, le trésorier, lui, eh bien, il tient, comme dans toute comptabilité commerciale notamment, c'est la comptabilité en partie double. Nous, on tient le budget, les comptes de fonctionnement et d'investissement, et le comptable, lui, il tient les comptes de trésorerie. C'est-à-dire qu'à chaque écriture dans les comptes de gestion, il y a une écriture, donc, dans les comptes de trésorerie. Alors, spécificité impôts et dotations, j'en ai parlé tout à l'heure. L'État avance tous les mois, à partir du mois de janvier, le 12e des impôts qui vont être encaissés au mois d'octobre de la même année. Alors, existence de fonds libres, très important. La commune, comme toute collectivité, dispose qu'on appelle d'un fonds de caisse. Le solde bancaire a toujours une somme à son crédit. Et spécifiquement pour la commune d'Ambronay, cette somme est quand même relativement importante, puisqu'aujourd'hui, au 31 décembre 2022, elle est de l'ordre de 1 180 000 €. C'est l'argent qui est en caisse. Donc, c'est le deuxième élément qui traduit le fait que la gestion d'Ambronay est une gestion saine. Voilà. Ça va pas trop vite? Parce que... C'est très bien. D'accord. Alors, voilà. Maintenant, ça se passe comment? Tout à l'heure, vous allez voter le budget primitif. Dans la section de fonctionnement, vous allez voter des recettes,
donc en votant notamment le produit fiscal attendu et toutes les autres recettes prévisionnelles, et vous allez voter des dépenses qui sont également des dépenses prévisionnelles. Et on a toujours un excédent positif qui s'appelle l'excédent voté. Cet excédent, eh bien, dès le budget primitif, il peut être utilisé pour l'autofinancement de tous les investissements que vous allez voter dans le cadre du budget primitif. Alors, est-ce que c'est le seul? Non, puisque à la fin de l'année, on a un autre excédent qui est l'excédent réel, le voilà. Alors ça, c'est au 31 décembre. Celui qu'on a vu avant, c'était au primitif. Au 31 décembre, on a toujours ici, là, blanc-rouge, ce sont les dépenses de fonctionnement votées. Les dépenses de fonctionnement réelles, c'est le blanc. Donc on a un excédent complémentaire qui est la partie rouge, qui va s'ajouter à l'excédent voté en début d'année. Mais ça, on ne le connaît que le 31 décembre. C'est-à-dire que ce sera utilisable l'année suivante. Chose identique en matière de recettes, c'est-à-dire que si les recettes réelles excèdent les recettes votées, eh bien on a un excédent complémentaire, ce qui nous donne un excédent réel correspondant à celui qui a été voté au primitif, plus les deux excédents qui, eux, n'apparaîtront qu'en fin d'année. Et tout ça va servir à l'autofinancement des investissements. Là, okay. La même chose en investissement. En investissement, c'est exactement la même chose, sauf que on a davantage dans les recettes affectées des excédents complémentaires parce que quand on a des subventions qui excèdent notamment ceux qui ont été prévus au départ. Par contre, bon, j'ai prévu là un excédent dans les dépenses, mais je crois qu'en matière d'investissement, c'est l'inverse. En matière d'investissement, 99% des investissements, disons, le coût final est est pratiquement toujours supérieur à celui qui a été prévu initialement. Donc là encore, on a un excédent. Et tous ces excédents-là, sauf l'excédent du budget primitif qui vient alimenter tout de suite l'autofinancement du primitif, les autres excédents, ils basculent dans les fonds. C'est-à-dire les fonds qui n'ont pas été budgétés et qui pourront être utilisés en autofinancement l'année suivante. Ça va pas trop vite? Parce que... Attends, non. L'excédent sur pas sur l'investissement, mais avant, je croyais qu'il basculait sur l'excédent voté. Sur l'investissement oui. Alors, là par contre, on est à l'inverse. C'est ce que je viens de vous dire. Quand on a un déficit, alors déficit au sens financier du terme, hein, parce que tout à l'heure on va vous parler de déficit d'investissement dans le cadre des budgets, mais ce n'est pas du tout un déficit au sens financier du terme. Là, les dépenses votées dans le compte d'investissement, c'est le carré blanc, on a toujours une dépense réelle complémentaire, et là, la recette votée, c'est la totalité du rectangle, et par contre on encaisse beaucoup moins, donc on a un reste à financer qui correspond à cela, et c'est dans les restes à réaliser de fin d'année que l'on alimente l'autofinancement de ces parties-là, souvent en puisant dans les fonds libres. Bon, alors, moi pour ce qui me concerne, quand j'étais aux manettes, je n'ai connu que cette situation-là. Jusqu'au 31 décembre 1996, on était en situation de casse totale. C'est-à-dire les mandats et les titres de recettes, eh bien, c'était les pierres angulaires de la comptabilité. En 1997 est arrivé ce qu'on appelle la M14, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle méthode comptable et qui a introduit dans les comptabilités des communes des amortissements et provisions, c'est-à-dire des frais supplémentaires qui n'ont aucune incidence financière l'année où c'est comptabilisé. La comptabilité dette ou créance, c'est-à-dire dette ou créance, c'est ce qu'on doit recevoir au 31 décembre sur la base de l'exercice en cours, mais qu'on encaissera l'année suivante, et l'inverse pour les créances. Il y a une double comptabilité, par nature et par fonction. Par nature, c'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire les dépenses sont dans les chapitres par nature.
salaire du personnel, frais de ceci ou frais de cela. Et par fonction, alors là par fonction, c'est le début d'une comptabilité analytique. Mais il y a une double comptabilité. Hein. C'est le début d'une comptabilité analytique, par exemple, il y a un compte bâtiment. Et dans ce compte bâtiment, il y a tout ce qui a rapport au bâtiment. L'entretien du bâtiment, l'électricité, le chauffage, le nettoyage. C'est le début d'une comptabilité analytique. Sauf que cette fonction-là, elle est générale. C'est-à-dire que ça concerne par exemple tous les bâtiments. Mais je pense qu'il est possible, en sous-compte, d'avoir le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C, le bâtiment D. C'est très intéressant. Alors, le problème, c'est que cette M14, elle n'était obligatoire que pour les communes de plus de 3500 habitants. Par contre, les communes de moins de 3500 pouvaient passer uniquement des provisions. Les provisions, la commune d'Ambronay en a passé au 31 décembre 2022, je crois, hein, Gisèle, si je me souviens bien. C'est une provision pour risque. Alors la provision, c'est lorsqu'une dette est certaine, qu'elle a pris naissance au cours de l'exercice, mais qu'elle ne se réalisera que plus tard. C'est la définition même de la provision. Et c'est la provision pour ce que la commune risque de devoir payer suite à l'incendie du Vendée. Voilà, alors, à compter du 1er janvier 2024, la M14, on n'en parle plus. Arrive la M57. Alors, la M57, j'ai appris il y a très peu de temps, parce que moi je ne la connaissais pas, que la commune d'Ambronay l'avait déjà appliquée à compter de l'année dernière, je pense. Non Bah, c'était un essai. Hein. Un essai, d'accord. Alors, il y a 3 points particuliers pour les communes de moins de 3500 habitants. On a une fongibilité des crédits, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des articles au sein d'un chapitre. Vous allez voter des crédits par article et par chapitre. Si d'aventure, au cours de l'année, il y a des crédits sur un article qui excède ce qui a été voté, il faut voter un complément de dépenses. Généralement, c'est en prenant sur un autre compte, on diminue un autre compte de dépenses dont on sait qu'il ne va pas être trop fort, pour alimenter le compte qui doit l'être, compte tenu du fait que la dépense dépasse la prévision. La fongibilité des crédits, c'est qu'on globalise tous les articles au sein d'un même chapitre. Et ensuite, on globalise tous les chapitres. C'est-à-dire que si un chapitre est en déficit, il peut être alimenté par le chapitre suivant qui, lui, ne l'est pas, dans un maximum de 7,5% des crédits. C'est très important, ça, parce que ça va nous permettre de faire une nomenclature abrégée. Je vous ai parlé tout à l'heure de 130 ou 140 comptes de fonctionnement. Eh bien, ces 130 ou 140 comptes vont certainement être divisés par 2, voire par 3. Une pluriannualité. Je vous ai dit tout à l'heure que les sections de fonctionnement, hop, à 0 au 31 décembre. Là, ce ne sera pas le cas, parce qu'au 31 décembre, la commune a acheté quelque chose, elle a fait de l'entretien, pour lesquels, par exemple, la facture n'est pas encore arrivée et qui sera payée l'année suivante. Eh bien, ces factures-là, aujourd'hui, elles sont comptabilisées l'année où les factures arrivent et où le maire fait le mandat de dépense pour le trésorier. À l'avenir, on pourra passer, comme en comptabilité commerciale, facture à recevoir ou facture à payer au 31 décembre. Donc, c'est une révolution complète parce que petit à petit, on avance vers une comptabilité commerciale pour les collectivités locales. Ça va, Bon, parce que j'ai peut-être l'impression de vous noyer maintenant. Non, ça va. Très attentif. Alors, la procédure maintenant. La procédure, à compter du 1er janvier. Alors, on doit voter le compte administratif de l'année précédente. Alors, vous allez aussi entendre parler du compte de gestion. Le compte de gestion, c'est la vision de tous les mandats de dépenses et les titres de recettes de l'année en cause. Voilà, ça c'est le compte de gestion. Le compte administratif, c'est le compte de gestion plus tous les restes à réaliser le 31 décembre, que ce soit en dépenses ou en recettes, et ça concerne bien évidemment pratiquement que la seule section d'investissement.
Oui, en cours d'année, bon, mais je vous ai parlé de cette affaire. Si les crédits votés dans un article ne sont pas suffisants pour payer une dépense, alors le conseil municipal prend une décision modificative, ou alors on en revient aux procédures que les moins de 20 ans ne connaissent pas, qui s'appellent le budget supplémentaire. Et puis bien évidemment, il y a l'examen infra-annuel. En cours d'année, il est nécessaire de faire des points d'étape pour voir où on va, que ce soit d'ailleurs en dépenses de fonctionnement ou en recettes de fonctionnement, mais aussi surtout en investissement. Les impôts locaux, un gros morceau ça. L'évolution historique. Les impôts locaux sont les impôts les plus vieux en France. On les appelait les 4 vieilles au départ. Dans les années 60, il y avait la patente, la cote mobilière qui est devenue la taxe d'habitation, et les 2 taxes foncières, le bâti et le non bâti. Alors ça se passait comment à l'époque? À l'époque, la commune, la communauté de communes, le département, la région, votaient chacun un taux dans chacun des 4 impôts. Et le taux que payait le contribuable, c'était l'addition des 4. Il y a eu une révolution à compter de la disparition de la patente, qui est d'abord devenue taxe professionnelle. Puis, après la disparition de la taxe professionnelle, ça a été essaimé en plusieurs petites taxes, qui rapportent toujours la même somme, hein, parce que bien évidemment, il fallait alimenter les budgets des collectivités locales. Et là, eh bien, les bénéficiaires de ces taxes ont changé. Tout ce qui a remplacé la taxe professionnelle, ce sont maintenant les communautés de communes. La taxe d'habitation, on sait ce qu'il en est advenu, il n'y en a plus. La taxe foncière sur les propriétés bâties, eh bien, c'est uniquement les communes, étant précisé que, puisque l'État a enlevé la taxe d'habitation aux communes, l'État a décidé que la part départementale que le département votait sur les taxes foncières de propriété bâtie, eh bien, allait revenir maintenant à la commune. C'est pour ça qu'en 2020, ou c'était en 2020 ou 2019, vous avez pu voir que le taux communal est passé de 16% à 30% d'un coup, alors que la facture n'a pas augmenté pour le contribuable. Parce que c'est simplement la part du département qui est venue s'ajouter à la commune, et la part du département disparaissant. Voilà. Et aujourd'hui, l'État, disons, compense ou demande des reversements aux communes lorsque la part de taxe foncière du département excède ou non la taxe d'habitation que la commune encaissait avant. Alors, deuxièmement, c'est un impôt par répartition. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Les impôts d'État sont des impôts ouverts à taux voté avant de connaître son produit. C'est-à-dire, on dit la TVA, c'est 20%. Point, terminé. Par contre, les impôts locaux, c'est par répartition. C'est quoi par répartition? Ça veut dire que la commune dit, moi, en impôt local, j'ai besoin d'1 million d'euros. On ne parle pas de taux, là. Et que fait la direction des finances publiques? Vous avez besoin d'1 million d'euros, le total des bases, c'est 100 000, donc le taux, c'est 10%. Vous voyez que, en réfléchissant comme cela, on a un montant global qui est fermé. Ça veut dire que s'il y a du truandage, il y en a toujours, eh bien, ceux qui ne payent pas ce qu'ils doivent, eh bien, le montant qui n'est pas payé est payé par tous les autres. Voilà le risque que l'on a avec un impôt par répartition. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cet impôt par cette répartition, c'est ce qui a finalement conduit à ce qu'aucune révision des bases ne puisse intervenir, parce que chaque fois qu'il y avait une révision des bases, il y avait effectivement des gagnants. Mais s'il y a des gagnants, il y a des perdants. Et les perdants n'acceptaient pas de perdre. Enfin, oui, c'est ça. Les perdants n'acceptaient pas de perdre. C'est-à-dire que ceux qui allaient se retrouver, qui payaient 1 000 euros de taxe foncière avant, ils n'auraient pas accepté de payer 1 400 après. Parce qu'il y en a d'autres qui payaient 1 000 euros avant, mais qui n'auraient pu payer que 600. Voilà. Alors, situation actuelle commune, je vous en ai parlé. Les principales recettes au niveau
section de fonctionnement. DMTO, alors je m'excuse, hein, c'est un terme barbare, c'est droit de mutation à titre onéreux. Chaque fois que dans la commune, quelqu'un vend ou achète un appartement, un terrain, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire. Dans les frais de notaire, il y a l'éventuelle plus-value que paie le vendeur, mais il y a aussi toute une série de taxes, dont une partie de taxes revient à la commune. En 2022, la commune a encaissé plus de 80 000 € à ce titre-là. Alors, les taxes foncières. Alors, les taxes foncières, je viens de vous en parler. Taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est celle-là qu'on va étudier après. Il existe aussi la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Alors, c'est quoi? C'est les terrains agricoles, les forêts, les terrains à bâtir, les terrains d'agrément. Ça rapporte pratiquement rien. Ça demande un boulot fou aux services fiscaux, et pour la commune d'Ambronay, ça rapporte à peu près 35 000 € par an. Ce qui rapporte le plus, ce sont les terrains à bâtir. Alors que l'on soit clair, ce sont les terrains à bâtir seuls. Ce ne sont pas les terrains à bâtir qui entourent la villa. Si une villa a des terrains à bâtir autour d'elle, mais que ça fait un seul bloc, il n'y aura pas d'imposition au terrain à bâtir. Par contre, s'il y a un terrain à bâtir seul, là, ce terrain à bâtir sera imposé. Et il y a aussi les terrains d'agrément. Ce sont les terrains qui entourent les villas, mais qui font plus de 2500 m². Et le centre des impôts fonciers impose aux fonciers non bâtis le supplément qui excède les 2500 m². Et dotation fiscale, entre autres, quand l'État décide une exonération pour les plus de 75 ans non imposables à la taxe foncière, ben, il compense la somme que n'encaissera pas la commune du fait de cette exonération. C'est-à-dire, voilà. Bon, ben, écoutez, je viens déjà de vous parler de cela, je viens de florer, donc on peut passer à la... Alors maintenant, on va passer à un monument. J'appelle ça un monument parce que c'est ingérable. Pas ingérable, c'est irréformable.